Cécile Gintrac, donc je co-anime le département de géographie avec Alan. Notre deuxième table ronde donc, s'intitule Toujours plus de grands projets pour toujours plus de besoins. Il va s'agir évidemment d'interroger la question vraiment très centrale de l'utilité et enfin plus exactement de l'inutilité des grands projets inutiles, donc c'est le terme, et dans quelle mesure ils sont déconnectés des besoins réels. Et nous avons la chance pour répondre à cette question d'accueillir trois invités. Clémentine Autain, députée de la Seine-Saint-Denis et autrice en 2020 chez Grasset d'un livre intitulé À gauche en sortant de l'hypermarché, donc qui interroge précisément les besoins. Léa Sébastien, donc, qui est géographe, enseignante à Toulouse et autrice d'un ouvrage donc, qui est vraiment au cœur de notre sujet, puisqu'il s'intitule Résister aux grands projets inutiles et imposés, sorti en 2018 chez Textuel. Et nous accueillons aussi Daniel Ibanez, donc lanceur d'alerte sur le projet de la ligne Lyon-Turin, dont il nous parlera, et par ailleurs organisateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. La dernière s'est tenue donc à Saint-Denis au début du mois de novembre. Donc Clémentine, on va commencer par vous écouter. Merci. Bonjour à toutes et tous. D'abord, vous dire le grand plaisir de participer au débat de la Fondation La Boétie. Et je voudrais saluer toutes celles et ceux qui le font vivre parce que c'est à la fois un lieu où on peut échanger sur le plan intellectuel, mais aussi, grâce à la vidéo et à ce qui circule, une manière aussi de faire vivre le travail d'éducation populaire qui est tout à fait fondamental dans la logique qui est la nôtre. Et en même temps que je dis ça, je vous prierai de m'excuser parce qu'en fait, la table ronde a été décalée d'une demi-heure et avant qu'elle le soit, je m'étais engagée sur un autre sujet que j'ai en obsession, comme la question des besoins, qui est l'enjeu féministe et des violences faites aux femmes. Et j'ai dit OK pour faire le JT de 13 heures sur les violences faites aux femmes. Donc, je partirai avant. Ce n'est pas du tout sympa, mais je vous prie donc de m'en excuser. Je vais droit au but sur ce sujet, comme je disais, qui m'anime depuis longtemps de façon assez obsessionnelle, et qu'au fond, la question est celle de la folie des grandeurs commerciales. Et cette folie de la grandeur commerciale, c'est la suite logique d'un mouvement qui est un mouvement au long cours, qui correspond non pas à nos besoins, mais à un besoin. Ce besoin, c'est celui du capital de s'accroître. Et c'est ce besoin du capital de s'accroître qui dicte la fuite en avant productiviste qui détruit l'écosystème, qui met à sac aussi nos désirs et qui fait perdre le sens du travail et empêche de soustraire le travail, l'emploi à la marchandisation. Et voilà donc où nous mène le capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut produire toujours plus pour une consommation qui est toujours davantage sollicitée. Et la société n'est pas organisée autour de nos besoins, c'est-à-dire ceux de la population, mais autour de la recherche infinie de profit qui a deux leviers pour s'accroître. Le premier levier, vous le savez, c'est les salaires. Pour qu'il y ait plus de profit, il faut comprimer les salaires. Et le deuxième levier, c'est vous faire consommer toujours plus de choses à l'obsolescence toujours plus grande pour que vous ayez un appétit sans fin. Et c'est donc le règne de la marchandise, et non seulement de la marchandise, mais aussi des grands espaces qui permettent que nous accédions à ces marchandises pour qu'elles nous étourdissent. Alors, pour prendre un exemple d'emblée très concret, je pense à celui qui m'est cher parce que je me suis beaucoup engagée dans cette bataille, qui vient de cette famille Muliez, que vous connaissez sans doute, propriétaire du groupe Auchan, et qui a illustré avec le triangle de Gonesse en Île-de-France la volonté de passer après le supermarché, après l'hypermarché, avec ses centres commerciaux. On est maintenant à l'ère du giga. C'est-à-dire que toujours plus gros, comme si au fond, le plus, c'était le mieux. Et j'ajoute d'emblée qu'il y a probablement aussi une dimension viriliste dans cette espèce d'obsession du plus gros. Et j'en veux pour preuve un maire, il y a quelques années, qui m'avait dit, il était sur un grand projet inutile, et je discutais avec lui de l'opportunité de ce projet, j'étais contre, et il me dit, il faut bien que je trouve encore quelque chose qui me fasse bander. Et je me suis dit que oui, mais c'est assez symptomatique parce que je crois aussi qu'on a là une forme d'intersectionnalité entre cette folie du capitalisme et donc du productivisme avec, mais aussi une certaine forme de virilisme dans ces grands projets. Bref, la famille Muliez, alliée pour l'occasion à un groupe chinois, évidemment,
a imaginé en 2011, avec le projet Europa City, de transformer 640 hectares de terres agricoles en Île-de-France. À chaque fois que je relis, quand j'en reparle, je relis et à chaque fois je saute comme ça. Là, je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Alors, pour y faire croire, imaginez, asseyez-vous bien, 230 000 mètres carrés de surface commerciale. Je vous assure que dans le coin, c'est tout près de ma circonscription, on a beaucoup de centres commerciaux. On est très, très bien dotés. On a vraiment de quoi faire. Donc là, 230 000 mètres carrés de surface commerciale, des salles de cinéma, des hôtels, un parc aquatique. Et asseyez-vous bien, pour ceux qui ne l'ont jamais entendu, au démarrage du projet, il y avait aussi l'idée de faire une piste de ski. Une piste de ski en Île-de-France. Donc là, on arrive évidemment à des sommets de délire pour artificialiser les sols, pour nous faire encore consommer et consommer encore plus, et pour n'avoir aucun égard pour le minimum de sérieux vis-à-vis du défi écologique, et je dirais même aussi vis-à-vis de nos propres engagements en France. On signe sans arrêt des textes internationaux qui nous donnent des cadres, des objectifs, et on se retrouve avec des projets que la puissance publique ne sait pas encadrer, ne sait pas empêcher, des projets qui viennent du privé, mais qui sont totalement accompagnés par la puissance publique. Et donc, à partir de là, à partir de ce sujet-là, de la famille Muliez, mais en fait, de ce projet Europa City, mais de tous ces délires de grands projets, et parfois aussi de petits projets inutiles, parce qu'il n'y a pas que des grands projets inutiles, on a aussi plein de petits projets inutiles. Eh bien, moi, je crois qu'on arrive au cœur de l'interrogation révolutionnaire de notre temps. Et cette interrogation, c'est celle des besoins. C'est celle des besoins. Moi, j'en suis convaincue depuis très longtemps parce que sans doute, je suis imprégnée de la pensée d'André Gortz, le père de l'écologie politique, qui appelait à rompre le lien entre le plus et le mieux, qui me paraît tout à fait fondamental, et qui décrit en ces termes parfaitement la situation. Je vous le lis. Le capital se sert des besoins qu'il sert en vue de son propre accroissement, lequel demande en retour la croissance des besoins. Autrement dit, je cite toujours, la recherche de l'efficacité maximale dans la mise en valeur du capital exige l'inefficacité maximale dans la couverture des besoins, le maximum. Donc ça, il le voit, lui, très tôt par rapport à ce que nous disons. Et je suis encore plus convaincue que la question des besoins est fondamentale depuis que j'ai lu ce livre dont parlait aussi tout à l'heure Jean-Luc, livre remarquable et très inspirant de Razmik Kecheyan, qui est aussi à la Fondation La Boétie, et qui a travaillé sur les besoins artificiels et qui nous invite à faire converger les producteurs et les consommateurs. C'est vrai que moi, je reste plutôt sur les thèmes artificiels. Enfin, c'est un débat philosophique. On est au bord de la nuance. Je ne fais pas du tout une affaire. Mais je me dis, bon, puisque là, on a le temps d'y réfléchir, moi, je préfère artificiel parce que il me semble que dans superficiel, en tout cas, j'entends la légèreté, la futilité. Et que c'est une phrase que moi j'ai souvent eue dans ma vie, j'ai l'impression que le futile est essentiel. Mais ça nous amène au fond à penser de quoi j'ai besoin et de quoi, tiens, Martine qui est en face de moi a besoin ou quelqu'un d'autre a besoin, c'est pas forcément la même chose. Et ça fait partie de la question. C'est-à-dire que les besoins, ils sont évolutifs suivant le moment de notre vie. On n'a pas toujours les mêmes besoins. Et les besoins sont évidemment différents en fonction des individus. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à définir quels sont les besoins individuels et collectifs, et donc comment on se dépêtre de cette histoire-là. Mais par exemple, pour moi, le futile est essentiel, et artificiel me paraît vraiment être un terme qui pointe ceux qui sont fabriqués par le capitalisme, par la logique du capital. Or, une société qui est organisée autour des besoins du capital, elle ne permet pas de satisfaire les besoins essentiels de chacune et de chacun, et les besoins qui ne sont pas d'ailleurs forcément productivistes. Si on réfléchit à nos propres besoins, on a plein de besoins qui ne rentrent pas dans la case productiviste, et donc de nature à satisfaire le besoin du capital. Je prends 3 exemples. Le besoin de temps libéré, on a besoin de libérer du temps. Ça, évidemment, si on soustrait du temps à la marchandisation, c'est sûr qu'on ne fait pas l'affaire du capital. Besoin aussi d'obscurité. Le besoin d'obscurité, c'est plutôt d'éteindre toutes les publicités la nuit qui font tant d'éclairage. Le besoin de protéger les enfants de la surexposition aux écrans. Ça aussi, c'est un besoin qui ne marche pas, ou d'éteindre sa télé. Évidemment, ce n'est pas bon pour le temps de cerveau disponible que veut nous attraper Bolloré. Bref, donc on voit bien qu'une société qui est organisée autour des besoins du capital, elle ne peut pas satisfaire ses besoins. Mais cette société, elle tire aussi les revenus du travail vers le bas. Elle crée des injustices.
Elle engendre une dilapidation absolument tragique des ressources naturelles dont nous avons désormais pertinemment, dont nous savons désormais pertinemment qu'elles sont limitées et que ce qui est en jeu, c'est l'habitabilité de la Terre. Donc on n'est pas quand même sur les petits enjeux, on est sur des enjeux énormissimes. Or, la logique du besoin du capital balaie d'un revers de la main ce défi-là. Et elle crée, je vais insister un petit peu là-dessus, des désirs artificiels. Parce que je pense que c'est important aussi qu'on mette le doigt sur ce qu'elle a réussi à générer dans les besoins qu'on s'imagine avoir et dans les désirs même de s'immiscer dans nos propres désirs. Parce qu'on ne consomme plus aujourd'hui seulement pour répondre à des besoins qui sont des besoins objectivables. On cherche à consommer pour bien d'autres raisons parce qu'on est sursollicité pour consommer. Je prends un exemple, chaque jour, 1200 à 2000 messages publicitaires nous arrivent. C'est hallucinant, absolument hallucinant. C'est 6 fois plus que dans les années 80. Chacun peut faire l'expérience que, alors que les big data font miroiter la facilité, la gratuité, la transparence, hein, c'est un peu ce qu'on vous vend en permanence. En fait, on est réduit à l'état d'un consommateur compulsif. Vous avez sans doute fait l'expérience sur votre smartphone aujourd'hui. Vous regardez une fois une paire de chaussures ou une fois, je ne sais pas quoi, un appareil électroménager. À chaque fois que vous allez naviguer, on va vous passer la paire de chaussures que vous avez regardée une fois pour être bien sûr qu'il y a un moment donné où de manière compulsive, alors qu'au fond vous l'avez regardée mais juste peut-être pendant 6 mois, etc., vous contraindre, vous inciter en tout cas très, très fortement à l'acheter. Et je crois qu'on subit une colonisation mentale très, très forte qui reconfigure nos désirs. Et qu'on est un peu perdu au fond sur ce à quoi on aspire, ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on le veut vraiment? Et c'est plus une question qu'on se pose parfois quand on achète, hein. Ça devient complètement dingue. Et sous le régime de la consommation, on a une liberté de choix, vous entendez ce mot-là, qui est sans arrêt assénée. On vous dit que vous êtes libre, évidemment, d'acheter ou de ne pas acheter. Mais ça, c'est faire comme si nous avions d'abord tous les mêmes revenus, ce qui évidemment n'est pas le cas, comme si la reproduction sociale n'avait pas modelé les codes culturels et comme si la liberté se jouait sur le terrain de la possession de marchandises. C'est-à-dire que la liberté, c'est la liberté d'acheter. Et ça, je crois que c'est quand même un détournement du souffle des années 68 qui est assez hallucinant, hein. C'est-à-dire que la liberté est confondue avec le libéralisme économique. Et ça, de moins en moins, je pense qu'on est en train d'en prendre conscience, hein, mais je veux dire, il y a en tendance, il y a quand même ce truc-là qui est complètement fou. Et à la fin des fins, moi, j'estime qu'on consomme du rien. Alors, on consomme du rien, mais vraiment du rien. Vous savez qu'il y a même une boîte de conserve avec l'air de Paris. Vous pouvez acheter une boîte de conserve, vous remet air de Paris. C'est-à-dire que vous ouvrez, il n'y a rien dans la boîte de conserve. Ça dit le niveau de délire auquel on est rendu. Ou, comme le raconte Slavoj Žižek, j'adore cet exemple qu'il donne sur le Coca-Cola. C'est-à-dire que le Coca-Cola, avant, c'était un truc avec de la caféine pour vous mettre un peu d'énergie et avec du sucre. Aujourd'hui, vous avez du Coca zéro qui est sans sucre, sans caféine. Mais non, mais je veux dire, c'est du rien. C'est l'anti-Coca-Cola. Mais c'est pas grave. Alors après, on vous dit que c'est trop féminin. Le Coca, vous savez, le Coca light. En fait, c'était les filles qui prenaient les trucs sans sucre. Alors pour que les mecs en prennent, ils ont fait un Coca zéro. Hein, zéro. Il est noir. Il est un peu plus viril. Et puis maintenant, on a le Coca life. Parce qu'ils ont compris aussi qu'il y avait une préoccupation écolo. Non, mais je veux dire, le système est hallucinant pour s'adapter à tout. Ou alors vous faire consommer des trucs que vous n'aviez même pas pensé, hein. Moi, j'ai vu des trucs pour les cheveux anti-vieillissement. Moi, je ne savais même pas que mes cheveux vieillissaient. Enfin, en tout cas, je n'y avais pas pensé à ce truc-là. Donc, maintenant, mais quand on l'achète, en fait, on n'achète pas le produit pour que nos cheveux vieillissent pas. On achète un truc parce qu'on a une angoisse de vieillir et on se dit, tiens, je vais prendre ce truc-là, peut-être je ne vais pas vieillir en le prenant. Donc, c'est autre chose qui est mis à l'intérieur du produit. Et le moteur de la consommation, et ça me paraît très important à avoir en tête, ça n'est absolument pas, comme on le croit parfois, le conformisme. Le moteur de la consommation, c'est exactement l'inverse, c'est la distinction. C'est vraiment la distinction, c'est-à-dire qu'on consomme aussi pour se démarquer. On a des produits qui fonctionnent comme un langage qui permet de façonner et de négocier sa place dans la société. En fonction d'ailleurs de la marque de nos baskets, on peut savoir à peu près où on se situe dans l'échelle sociale avec un système assez infernal. C'est que dès que vous avez une marque qui se démocratise, vous avez les catégories sociales supérieures qui s'en éloignent et qui vont chercher d'autres marques. Et en fait, chaque catégorie sociale cherche à se démarquer de celle du dessous
et on a un mécanisme absolument sans fin. Mais ça marche aussi pour la chanson. Vous savez qu'une chanson, dès qu'elle devient populaire, ou un type de musique qui devient populaire, eh ben, les classes supérieures vont avoir à cœur de surtout pas chanter comme chante tout le monde, et qu'on va aller chercher un nouveau machin qui ensuite va redevenir populaire, etc. Donc c'est un système assez sans fin, et qui donne cette folie pour laquelle je pense qu'il y a une forme aussi d'essoufflement aujourd'hui. Il y a un essoufflement à ce système-là. C'est Bernard Stiegler qui parle, j'adore l'expression, de baisse tendancielle de l'énergie libidinale. Elle est très intéressante. Il y a une baisse tendancielle de l'énergie libidinale, c'est qu'à force de nous mettre dans la roue comme ça en permanence, à devoir à peine acheter quelque chose, il est obsolète, on doit faire autre chose, une marque, a plus une marque, il faut faire autrement, etc. Vous voyez, une espèce de course comme ça, et à la fin, on ne sait plus où on en est, et il observe cette baisse tendancielle de l'énergie libidinale. Bref. Donc, ok, alors je vais aller très vite. Oui, juste un mot quand même pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a une idée reçue selon laquelle les pauvres seraient épargnés de ça. Or, les pauvres ne sont pas du tout épargnés de ça. Ce qui est dégueulasse dans notre système capitaliste, c'est qu'il y en a qui consomment énormément et d'autres qui n'ont pas de quoi, évidemment, vivre correctement. Néanmoins, les pauvres aussi sont capables de bouffer des pâtes pendant une semaine pour acheter le dernier iPhone à leur môme. Donc, c'est quelque chose qui gangrène l'ensemble de la société. Ça me paraît important de l'avoir en tête. Bref, aujourd'hui, nous sommes donc incapables de savoir ce dont nous avons réellement besoin, et nous sommes aliénés. Je pense que le concept d'aliénation est tout à fait décisif. Nos désirs et nos besoins sont amputés, formatés, appauvris par l'omniprésence des propagandes commerciales et la surabondance des marchandises. Mais si on cherche à construire une société à partir des besoins véritables, on aboutit à un tout autre modèle social, puisqu'il s'agit de rattacher les finalités de l'économie à la libre expression publique des besoins ressentis, au lieu de créer des besoins à la seule fin de permettre au capital de s'accroître et au commerce de se développer. Donc l'enjeu, c'est d'adapter l'appareil productif à nos besoins, et non de créer des besoins pour satisfaire l'appareil productif. C'est vraiment une révolution copernicienne qu'on a à faire dans la façon de penser la société et d'organiser les choses, et de voter des lois qui vont dans ce sens-là et non pas dans cette folie du consumérisme actuel. Et c'est donc au niveau de la définition du contenu des besoins et de leur mode de satisfaction que se situe, à mon avis, l'enjeu politique majeur contemporain de l'antagonisme entre le capital et le travail. C'est à cet endroit-là qu'on a une prise, d'une certaine manière, qui est une prise très contemporaine, parce que c'est bien là, dans le pouvoir de décider la destination de l'usage social de la production, c'est-à-dire le mode de consommation auquel elle est destinée, et aussi les relations sociales que ce mode de consommation détermine, c'est à cet endroit-là qu'on doit se situer. Pour dit autrement, le mouvement ouvrier, pendant très longtemps, il s'est posé une question, c'était comment partager les richesses. Et aujourd'hui, on a besoin d'imbriquer cette question-là, qui reste toujours valable, mais à une autre, tout aussi essentielle, c'est qui décide de ce que l'on fabrique, qu'est-ce qu'on produit comme richesse et qui en décide. C'est ça le sujet, à mon avis, qui a émergé et qui est tout à fait fondamental, et qui suppose un très haut niveau de démocratie. Si on n'a pas une démocratie qui fonctionne, on ne peut pas à chaque fois évaluer quels sont nos besoins véritables, faire travailler la population sur ses besoins et accorder notre appareil productif sur cet enjeu-là. Et ce travail-là d'ajustement de nos besoins définis démocratiquement à l'appareil productif, et non pas, l'adéquation entre les deux, il permet aussi de réfléchir à notre temps de travail. Parce que si on est maître de cette histoire-là, on peut aussi décider qu'on a envie de travailler moins, parce qu'on sait qu'en travaillant moins, on arrivera quand même à satisfaire nos besoins, mais aussi un certain nombre de besoins vitaux, comme notamment celui du temps libre. Et donc, c'est en permanence de voir comment on négocie cette articulation entre les deux, qui me paraît tout à fait fondamentale. C'est aussi le moment de redonner du sens au travail, parce que si la finalité de la production est mieux maîtrisée, je pense qu'on met plus de cœur à l'ouvrage que quand on est dans les bullshit jobs, pour parler comme Grébert. Et je pense que c'est aussi une opportunité de développer l'appropriation sociale, c'est-à-dire aussi ces services publics qui sont essentiels parce qu'ils ne sont pas lucratifs. Il n'y a pas de but lucratif, et on l'a vu avec le scandale des EHPAD ou avec le scandale des berceaux. C'est qu'au fond, quand on veut répondre à nos besoins véritables, mieux vaut ne pas être dans le lucratif, mieux vaut être dans une logique d'appropriation sociale, et mieux vaut avoir des services publics. Et ça, c'est très important
de se dire que les services publics sont les mieux à même de répondre à nos besoins véritables. Et enfin, évidemment, avec cette logique-là, on va arriver davantage à édicter une norme du suffisant, comme disait André Gortz, ou la règle verte, comme nous le disons, et c'est des logiques qui sont assez proches. Et c'est en les édictant que nous aurons le plus de facilité, évidemment, d'arriver à répondre aux défis climatiques. Je conclus donc je reviens au triangle de Gonesse, parce que c'est une lutte sur laquelle, et c'est important de le dire, on a réussi à gagner. Pas tout, mais on a gagné des choses, et c'est important de se dire aussi quand on gagne. On est parti à pas grand monde, c'était pas facile, et on a gagné. Alors, ce qu'on a gagné, c'est pas Byzance, mais c'est quand même, je vous le dis, on a gagné une 3e version du projet basée sur un objectif zéro carbone en exploitant des matériaux de construction à bas carbone, une compensation de la surface artificialisée dans le cadre du projet, 80 hectares. Je suis d'accord, la compensation, c'est pas du tout idéal, hein. Une nouvelle version du projet qui comprend la plantation de 4000 arbres et la réintroduction d'espèces animales. Et on a aussi gagné que la surface consacrée au commerce est divisée par 3, ce qui n'est pas complètement rien, même si bon, c'est quand même pour nous mettre du loisir qui est aussi dans une logique consumériste. Mais surtout, je pense que cette bataille, non seulement elle les a fait reculer, même si on n'a pas tout gagné, mais elle a été aussi l'occasion d'expérimenter et d'imaginer un autre projet. Et je vous invite vraiment à aller le regarder, le projet Karma, parce que le projet Karma qui a été fait par des citoyens, par des intellectuels, et qui se sont mis autour d'une table et qui a dit, au fond, on a tous ces hectares-là sous la main, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Quel autre grand projet? Parce que c'est aussi un grand projet. On a le droit d'avoir des grands projets, mais un grand projet qui soit utile. Et donc là, le projet Karma, il est fabriqué sur le principe de l'économie circulaire, c'est-à-dire que vous avez des champs qu'on cultive. Avec ça, on essaie de faire du maraîchage. Avec ce maraîchage, on fait de la restauration. On en profite sur cet espace-là pour faire de la formation pour des métiers à l'environnement, etc., etc., du tri des déchets, de la réparation, tout ça. Et ça, on peut le faire sur le triangle des Gonâves. Et ça, c'est utile. Et ça, c'est un beau grand projet. Et donc, c'est pour dire que je trouve qu'il y a dans la résistance à ces grands projets inutiles matière vraiment à non seulement être contre quelque chose, mais dans ce contre, être capable aussi d'inventer le déjà-là de la société qui suit. Et donc, c'est pour ça que je veux vraiment terminer sur cet hommage à cette énergie hallucinante qui existe pour que ce déjà-là, eh bien, on le fasse fructifier, parce que c'est comme ça qu'on va donner l'idée aussi de la société que nous voulons construire. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va écouter Léa Sébastien. Vous pouvez vous rester assise, vous mettre... D'accord, très bien. Tout à fait. Si je prends le micro, peut-être, je peux regarder que mon... vous préférez. Ou je me mets comme ça, comme vous voulez. Okay. Dans ce cas-là. Et c'est ça, on appuie là-dessus. Ça marche. Ça marche, ok. Ben, je peux le mettre comme ça, sinon, enfin, comme ça. Bon. Bonjour, donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je suis Léa Sébastien, maîtresse de conférence en géographie à l'Université Toulouse 2 et je travaille sur les conflits d'aménagement depuis une dizaine d'années. Donc voilà, aujourd'hui, je vais m'interroger un petit peu. Donc on m'a invité pour questionner un petit peu cette histoire de besoin, d'utilité. Et donc, voilà, je m'interroge sur est-ce que les conflits d'aménagement aujourd'hui représentent finalement une crise autour de cette notion d'intérêt général. Alors, je vais commencer par une brève introduction et puis après, je présenterai un petit peu mes travaux. J'ai une approche à la fois qualitative et quantitative. Qualitative, j'essaye de suivre en fait des mouvements sur le temps long pour voir ce qui se passe entre le moment où on apprend qu'on va avoir une autoroute, une décharge dans son jardin, où là, on est en état de choc, et qu'est-ce qui se passe après. Après, il se passe plein de choses et ça crée vraiment des transformations sociétales de fond sur les territoires. Et puis, j'ai une approche aussi quantitative où j'essaye de recenser un peu tous les conflits d'aménagement qu'il y a sur les territoires. Est-ce qu'il y en a vraiment de plus en plus? Est-ce qu'on assiste vraiment à une intensification des conflits d'aménagement? Alors, tout ça, ce n'est pas très nouveau. En guise d'introduction, ce serait intéressant d'avoir un recul historique sur le temps long, voire des conflits d'aménagement. Il y en a eu, des résistances autour des infrastructures. Mais disons, si on repart des 30 glorieuses, qui est considéré comme l'âge d'or des aménageurs, c'était la logique équipementière qu'on appelle, où il fallait équiper les territoires.
Et puis, disons, pour aller très vite, dans les années 70 sont apparues les premières grandes luttes emblématiques que vous connaissez, comme le Larzac, Plogoff. Et puis après, dans les années 80-90, on a eu des conflits plus régionaux, comme le canal Rhin-Rhône, par exemple, comme les barrages sur la Loire. Et donc, ça a donné l'impulsion un peu à la CNDP, à la Commission nationale du débat public en 95, qui était censée un peu résoudre toutes ces résistances. Et au contraire, on a vu que depuis les années 90-2000, il y a eu vraiment une multiplication, une intensification des conflits d'aménagement partout, sur tous les territoires, avec vraiment un tournant à partir des années 2007-2008, où il y a eu deux phénomènes parallèles. Il y a eu d'abord la crise financière, vous vous rappelez, quand les gens étaient expulsés de leur logement à cause de décisions prises comme ça par des investisseurs au bout du monde. Et donc ça a fait comme ça les gens se sont réappropriés un petit peu leur territoire, se sont réintéressés à où j'habite, qu'est-ce qui se passe chez moi, donc vraiment un retour vers l'intérêt du local. Et en parallèle, il y avait le premier camp Action Climat en Angleterre qui s'appelle Reclaim the Street, où c'était la première fois, les gens installaient des canapés dans des rues, commençaient à occuper un espace menacé. Et c'est ça qui a impulsé la première occupation d'un territoire sur le temps long, donc à Notre-Dame-des-Landes. Donc c'était la première fois qu'on décidait de s'installer sur un territoire pour le défendre. Et donc tout ça a créé le besoin pour différents types de collectifs qui luttaient contre des infrastructures très différentes de se réunir. Donc il y a eu un premier forum et c'est là qu'a été créé cet acronyme des grands projets inutiles et imposés. Inutile qui questionne ce pourquoi on est réunis aujourd'hui, donc la question d'utilité sur un territoire, à quel besoin une infrastructure répond. Et le deuxième I, imposé, est-ce qu'il a été pensé dans une véritable concertation du début à la fin? Et aujourd'hui, il y a un troisième I qui se dessine, c'est la notion d'injustice, des projets qui sont considérés comme injustes sur les territoires. Alors, moi, j'ai commencé justement à essayer de recenser un petit peu ces conflits donc, près de chez moi. Donc, moi, je suis enseignante à Toulouse. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait autour de Toulouse et dans la région Midi-Pyrénées. Donc au début, je voulais faire toute la région Occitanie, mais il y en avait tellement que pour l'instant, comme c'est très chronophage, je vais vous présenter un recensement sur cette région, donc de l'ex-région Midi-Pyrénées. Alors des recensements en fait de conflits d'aménagement, il n'y en a pas tant que ça. Donc il y a une carte qui existe. Non, c'est bon. Pardon. Peut-être que vous connaissez, c'est un projet international qui s'appelle EJOLT et qui essaye de recenser, alors pas de manière exhaustive, mais les grands projets, donc ils appellent ça autour de l'injustice environnementale. Et vous pouvez aller voir, c'est des cartes interactives et chaque projet, il y a une analyse du jeu d'acteurs qui est faite, un recul historique, etc. Donc c'est une première carte mondiale des conflits d'aménagement, donc ça s'appelle l'Atlas des injustices environnementales. À l'échelle de la France, c'est la carte que vous connaissez, j'imagine, de Reporter, qui est un média, mais il y a peu de cartes qui sont produites par des scientifiques. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à le faire. À partir de l'analyse de la presse régionale, donc la Dépêche du Midi, où j'ai commencé à essayer de recenser, donc dans la région Midi-Pyrénées, dès qu'il y avait une manifestation publique, des actions juridiques en lien avec une infrastructure, repérer quelles sont les communes concernées, la date du début, de fin, etc. Donc pour l'instant, entre l'année 2000 et 2020, donc j'ai recensé 371 conflits d'aménagement. Donc vous voyez, ça fait pas mal sur 8 départements. Alors là, on est d'accord que c'est à la fois les grands projets et les petits projets aussi qui sont inutiles et imposés.
Donc là, donc vous voyez, ils sont classés selon les différents types d'activités. Justement, si c'est un petit ou un grand projet, donc un grand projet, c'est-à-dire qui touche plus que 3 communes. Et les différents types de couleurs montrent que il y a certes 65% en fait des conflits d'aménagement où les opposants sont contre l'infrastructure, mais il y a 35% qui sont contre, par exemple, la gouvernance, justement, le fait que la concertation a été mal pensée sur le territoire, ou alors contre la gestion, contre une extension. Voilà, donc c'est pas 100%. Il y a des nuances dans les conflits d'aménagement et chaque, dépendant des types d'infrastructures et de comment ça a été amené sur le territoire, à chaque fois c'est une histoire différente. Et donc il y a quand même 35% qui sont autour de cette fameuse gouvernance environnementale. Sur cette carte, il y a 75% des conflits qui concernent une seule commune. Donc on est quand même dans une multiplication des petits conflits d'aménagement. C'est sûr que les médias, on parle beaucoup des grands conflits d'aménagement, mais il faut savoir que finalement, l'aménagement du territoire, c'est une notion qui est clivante partout, sur tous les territoires, urbains, ruraux, périurbains. Partout, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui vont se réunir pour lutter contre un supermarché, contre un rond-point, enfin, voilà, contre toute une diversité d'infrastructures. Et il n'y a aucun territoire qui est épargné. Alors, évidemment, avec une spécificité pour les grands projets linéaires, qui sont représentés par les bandes grisées. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, donc sur ces 371 conflits d'aménagement, 75% des projets sont portés par des acteurs qui sont privés. Alors, ce que j'ai pu regarder aussi, c'est, comme on me demandait, est-ce que vraiment il y en a de plus en plus? Alors oui, simplement en regardant un petit peu, il y en a effectivement, on assiste quantitativement à une multiplication des conflits d'aménagement. Alors pour quelles raisons? Alors d'abord, c'est vraiment cette incohérence qui ne passe plus chez les habitants. Quand on fait des enquêtes, on le voit bien, entre le discours politique national écologique autour des sommets de la biodiversité. On va au COP, on va au sommet des pôles, voilà, on signe des tas de papiers d'engagement de l'État. Et puis, les habitants, à quoi ils assistent très concrètement sur leur territoire, c'est à une artificialisation des sols, c'est à la création d'infrastructures, à la bétonisation, etc., etc. Et donc, c'est vrai que cette incohérence-là, vraiment cette coupure entre un discours national et ce qui se passe localement, ça revient beaucoup dans les enquêtes comme quelque chose qui suscite plus qu'une interrogation, parfois aussi de la colère. Ce qu'on voit aussi, et c'est on y reviendra, c'est que quand on regarde un petit peu les arguments, donc j'ai fait une analyse des arguments entre les différents types d'acteurs, et on voit qu'on assiste vraiment à des visions vraiment opposées, voire irréconciliables de la notion d'intérêt général sur ces territoires. Et finalement, tout ça, ça souligne un échec de tous les outils de gouvernance environnementale qui ne sont plus du tout adaptés pour résoudre les enjeux associés à la crise écologique. Donc ça, c'est mes premiers résultats autour des arguments, justement. Donc j'ai essayé de reprendre l'ensemble de ces conflits pour interroger un petit peu quels arguments étaient mis en avant par les acteurs pour et quels arguments étaient mis en avant par les acteurs contre. Alors, c'est pas très étonnant pour les acteurs pour. On retrouve des arguments autour de l'économie avant tout. Donc, c'est les notions d'attractivité, de concurrence territoriale, d'emploi, de croissance qui sont associés à un imaginaire autour de la croissance comme projet de société. Et pour les arguments contre, alors ce qui arrive en premier, c'est cette notion d'identité territoriale. Donc là, on revient un petit peu à la question des besoins. C'est ça qui arrive vraiment en premier, c'est-à-dire est-ce que ce projet est adapté à l'identité de mon territoire, au patrimoine naturel et culturel de mon territoire, à l'histoire de mon territoire. Donc il y a vraiment une réflexion autour de
ce que le territoire, qu'est-ce qu'il représente, à quoi je suis attachée. Voilà, est-ce qu'il colle un peu à tous ces enjeux territoriaux. Et ensuite, ce qui est intéressant à voir, c'est que les arguments concernent à la fois l'environnement local et l'environnement global. Et donc là, on voit, quand on fait une analyse comme ça des arguments autour des conflits d'aménagement, qu'il y a systématiquement une association entre des enjeux locaux et des enjeux globaux. Alors j'ai repéré, en faisant cette analyse des argumentaires, toute une série de lignes de fracture à propos de ces arguments entre acteurs, à propos de ces aménagements. Alors elles sont nombreuses, ces lignes de fracture. Je vais rapidement les balayer. Donc avant tout, on en a déjà parlé, cette opposition entre croissance et satiété, un imaginaire du toujours plus, du record, d'aller vers plus de croissance, de l'emploi, etc. Et face à ça, on s'interroge sur tout simplement si, sur un certain nombre d'infrastructures, on ne serait pas arrivé à une satiété en termes de routes, en termes de centres commerciaux, etc. etc. On considère que les territoires sont suffisamment équipés et qu'aujourd'hui, il faut simplement entretenir l'existant. Une autre ligne de fracture sont autour des notions d'attractivité des territoires, comment le rendre plus attractif, une compétition territoriale, une concurrence territoriale, qui sont des arguments qui sont beaucoup mis en avant. Il faut que les territoires attirent contre, finalement, ça va être dur, contre la notion d'autonomie. Comment atteindre une autonomie en termes d'énergie, d'eau, un objectif d'autonomie alimentaire, etc. Mondialisation contre relocalisation. J'ai plus de temps, donc je ne vais pas trop développer. Une opposition aussi sur le rôle de la technique, comment la technique pourra répondre à toutes sortes d'enjeux autour de la transition écologique, alors qu'en face, on est plutôt dans un technoscepticisme, en disant que on peut pas, la technique ne pourra pas nous sortir de problèmes déjà issus du monde de la technique, et qu'il faut tabler sur des innovations sociales et locale. Il y a aussi cette notion de plus grand, plus petit, la notion de gigantisme, elle est beaucoup mise en avant dans les conflits d'aménagement, les méga transformateurs, les méga biométhaniseurs, les fermes à 1000 cochons, 1000 vaches, etc. On est dans pourquoi on rejoint un peu cette notion d'identité territoriale. Est-ce que le territoire a vraiment besoin d'un méga projet, peu importe l'activité, alors que les citoyens ont envie de s'investir dans des projets plus petits, de production énergétique, alimentaire, etc. La notion de propriété privée également est beaucoup mise en avant par les porteurs, notamment quand il y a une occupation, quand on va se percher dans les arbres, mais cet arbre ne lui appartient pas. Donc voilà, la propriété privée est beaucoup mise en avant. Il faut respecter la propriété privée, il faut respecter l'état de droit, alors qu'en face, on va défendre, certes parfois des terres qui sont privées, mais des zones naturelles qui sont considérées comme les opposants, comme un bien commun. La notion de bien commun est beaucoup mise en avant par les opposants, en disant on préserve des zones qui ont un intérêt commun pour les humains et les non-humains. La notion de compensation aussi est très critiquée. Elle est beaucoup mise en avant par les porteurs de projets, mais est critiquée par les scientifiques et par les opposants. Et on lui rétorque, on préfère conserver ce qui reste encore et qui est possible à être conservé. Et finalement, tout ça, ça souligne une opposition entre s'inscrire, respecter des lois économiques contre des lois naturelles, finalement. Une légitimité politique contre une légitimité scientifique. Et là, on le voit, le rôle des scientifiques qui a finalement peu de poids dans des discussions sur les grands projets. Ça pose vraiment des questionnements sur
dans quel monde finalement on s'inscrit. Est-ce qu'on décide de suivre des lois économiques ou les lois naturelles, les limites planétaires, etc. Et ça souligne que ces projets répondent certes à des besoins économiques, disons, des acteurs forts, mais négligent, selon les opposants, des besoins vitaux comme avoir du temps, s'alimenter correctement, boire de l'eau correcte, etc. Donc cette crise de l'intérêt général, on le voit que alors toutes ces, ce qui est important aussi à souligner, c'est l'importance de la dimension temporelle dans cette réflexion autour des arguments et des besoins. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, entre le moment où on est en état de choc parce qu'on apprend qu'il va y avoir une décharge dans notre jardin, où là on est un peu sonné, et bien après se développent beaucoup de choses que je ne vais pas avoir le temps de dire ici, mais en tout cas, c'est de dire que cette réflexion autour des besoins, elle se fait sur le temps long. Et elle évolue beaucoup dans le temps, dans les échanges entre les opposants, dans leurs recherches scientifiques, documentaires, et on voit de plus en plus que les arguments, les opposants s'opposent à des infrastructures, mais s'opposent aussi au monde que l'infrastructure représente. Donc contre un aéroport, ça va être contre l'infrastructure, mais aussi contre la mondialisation, le tourisme de masse, la vitesse, etc. Donc, je ne vais pas développer les différents types d'infrastructures, mais ce qui revient, ça va être beaucoup l'artificialisation du sol, la biodiversité, le CO2, la démesure, l'injustice. C'est les arguments qui reviennent systématiquement. Mais comme je vous disais, tout ça, ça va s'inscrire dans le temps. Au début, on va s'interroger sur oui, les enjeux locaux pour mon village, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la pollution de l'air, de l'eau. Et on voit dans le temps que les arguments évoluent et glissent aussi vers des réflexions plus globales. De même, on est d'abord centré sur les humains et de plus en plus, les collectifs s'interrogent aussi sur la place de la faune, de la flore, des non-humains autour de l'infrastructure. Et tout ça s'inscrit, cette évolution temporelle s'inscrit dans ce que j'appelle la résistance éclairée. Donc la résistance éclairée, rapidement, la spécificité aujourd'hui des conflits d'aménagement, c'est cette alliance finalement entre des gens qui sont des habitants, pas de chance, ils étaient pas placés au bon endroit et qui se retrouvent, un territoire qu'ils fréquentent du quotidien, qu'ils aiment, auquel ils sont attachés, va être détruit. Donc ce sont des habitants qui veulent défendre un territoire. Ces habitants ont des savoirs locaux sur ce territoire-là et des attachements. Donc, je travaille sur la notion d'attachement au lieu aussi, qui joue un rôle très important dans ces conflits d'aménagement. Et donc cette alliance entre des habitants et des militants qui en ont marre d'aller à des marches pour le climat et qu'ils voient que ça ne sert à rien. Des militants parfois extérieurs au territoire, mais qui ont envie d'ancrer leur engagement très concrètement autour de projets d'aménagement et qui viennent épauler les habitants contre une décharge, une autoroute, etc. Et eux, ils ont plutôt des savoirs globaux et des attachements plus globaux. Ils n'ont pas envie, ils viennent pas défendre un territoire, mais défendre une vision du monde. Et c'est ces métissages entre des habitants et des militants qui créent différents types de ce que j'appelle des capitaux, qui créent du capital social. Donc il y a des dynamiques sociales assez incroyables qui se passent dans ces mouvements de résistance, qui créent du capital savant. Donc très rapidement, les militants deviennent des experts en matière de déchets. Vous interviewez quelqu'un qui lutte contre une autoroute, il va vous dire tout un tas de chiffres et d'expressions incroyables. Très rapidement, ils deviennent des experts en matière technique, juridique, institutionnelle, qui peuvent faire des contre-expertises. Donc ça, c'est très intéressant ce qui se passe au niveau des connaissances qui sont acquises très rapidement au fil de la résistance. Et ces métissages, ça crée aussi ce que j'appelle un capital affectif, un capital patrimonial, c'est-à-dire ces habitants qui sont attachés à un lieu, ils vont transmettre ces attachements. Donc les attachements,
D'habitude, c'est quelque chose un petit peu, ça fait partie de ce qu'on appelle l'identité spatiale. C'est quelque chose un peu d'intime, comme ça, comme un petit peu un coin aux champignons. Vous êtes tous attachés à plein d'endroits particuliers, peut-être des objets, peut-être des arbres, peut-être une mare. Vous avez tous votre identité spatiale qui explique aussi qui vous êtes. Et quand une partie de cette identité spatiale vient être menacée, là, on sort de quelque chose d'intime et on va essayer, on va en parler, on va échanger, on va créer des chansons. Donc il y a toute une dynamique aussi artistique et autour des affects, autour des attachements sur ces conflits. Et ça crée, voilà, ça vient renforcer ce capital affectif. Et tout ça crée un capital politique avec, tout ça s'inscrit dans le temps long, avec des contre-propositions. Clémentine en a parlé par exemple avec le projet Karma. C'est pas tous les collectifs qui peuvent faire des contre-projets, mais sur la 69, il y a un contre-projet. De plus en plus, ça crée vraiment. Voilà, il faut pouvoir le faire. C'est pas tous les collectifs qui peuvent, mais il y a souvent des contre-propositions, à la fois sur les projets et sur la gouvernance. Il va y avoir des propositions de nouvelles lois démocratiques. Il y a une montée en généralité en termes de thèmes et d'échelle que j'ai pas le temps de développer. Ouais. et voilà, une vision à long terme. Donc voilà, tout ça pour dire que le cadre de la résistance éclairée, voilà, c'est vraiment comment dans le temps ces collectifs évoluent jusqu'à une politisation de la crise écologique. Et là, en fait, j'avais plein d'autres choses sur finalement, alors je vais juste dire les titres, que finalement, les outils de concertation qui existent aujourd'hui soulignent qu'ils ne tiennent pas compte justement des besoins et qu'ils sont à revoir, ces outils de concertation. Que je parle pas. Ça souligne un échec de la gouvernance environnementale où il faut repenser les notions d'intérêt général, les notions d'utilité publique qui ne tiennent pas en compte les besoins du territoire. Et donc ça souligne vraiment l'inadéquation des institutions aujourd'hui pour appréhender cette crise environnementale. Des pistes pour cerner le degré d'intérêt général d'un projet, ça pourrait être: est-ce qu'il répond à une demande sociale? Est-ce qu'il a été pensé dans une véritable concertation? Est-ce qu'il répond aux impératifs de la transition écologique? Et est-ce qu'il est porté par une pluralité d'acteurs du territoire? Ça, c'est des pistes de réflexion peut-être pour repenser cette notion d'intérêt général. Et pour aller plus loin sur quels outils on pourrait mettre en place pour réfléchir à cette nouvelle démocratie environnementale, il y a cette histoire de... donc jusque-là, les décisions sont prises par plutôt des acteurs forts du système et sont oubliés les acteurs faibles et ce que j'appelle les acteurs absents. Donc les acteurs faibles, c'est des humains contemporains mais qui sont sous-représentés, et les acteurs absents, voilà, c'est le vivant biologique et les générations futures, alors évidemment, qui ne peuvent pas être présents à la table des négociations. On ne va pas amener un sanglier ou à la table des négociations, mais justement, donc ça crée une réflexion sur quelle est la place, comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ces acteurs absents puissent vraiment participer aux décisions qui concernent aussi leur territoire. Donc là, c'était une photo des méga-bassines où ils étaient déguisés en buissons et en grenouilles, etc. Mais, alors c'est rigolo, mais en même temps, on voit de plus en plus dans ces conflits d'aménagement que finalement, les militants ne défendent pas qu'eux-mêmes, et ils défendent de plus en plus des espèces qui sont en voie de disparition. Ouais. Ok, je peux m'arrêter ici. Et donc, voilà, comment aller vers une nouvelle gouvernance environnementale qui prenne à la fois les besoins des humains et des non-humains. Merci beaucoup. Merci. C'était absolument passionnant et on est un peu navré de devoir vous couper. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont se prolonger avec l'intervention de Daniel Ibanez. Voilà, très bien.
je fais avec ce micro-là. 1, 2, ça marche là? Voilà. Voilà, je vais essayer de faire ça. Alors, je vais essayer de faire vite parce que là, j'ai un peu la pression. Ah, je regarde juste, voilà, c'est ça. OK. Alors, d'habitude, je pose la question à la salle, vous m'excuserez, mais on va faire un petit peu vite. Donc, quand je pose la question de qu'est-ce que c'est que le Lyon-Turin, on me répond en général, c'est un projet de tunnel. Il y en a qui m'ont dit que c'était un pont, mais enfin, vous voyez, tout le monde ne connaît pas forcément le projet. C'est du train, c'est pour faire plus de transport de marchandises, ça permet d'aller plus vite, etc. Et en fait, c'est un biais idéologique quand on commence à poser les questions sur le projet et quand on commence à présenter un projet. Parce que ça veut dire qu'on est positionné immédiatement comme des opposants qui vont démonter un projet. Et en fait, le Lyon-Turin, c'est avant tout une deuxième ligne parce qu'il y a une ligne qui est existante. Et en fait, quand on pose la question de qu'est-ce que c'est que le Lyon-Turin, personne ne parle de l'existant. Et donc là, on parle de contre-projet, que ce soit à Tremblay, etc. Et en fait, il y a quand même la vérité, c'est l'option 0. Et l'option 0 en matière ferroviaire, elle existe notamment sur le Lyon-Turin. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a besoin d'une deuxième ligne entre la France et l'Italie? Alors voilà, je vous fais la question. Vous avez un frigo. Et alors moi, j'ai un projet pour vous, c'est un deuxième frigo. Vous voyez, mais il est quand même beaucoup mieux que le vôtre, mais c'est un deuxième frigo. Vous voyez? Alors, qui a besoin d'un deuxième frigo dans la salle? Quand avez-vous besoin d'un deuxième frigo? Vous voyez, je peux vous le faire avec la machine à laver ou avec une voiture et un minibus. Mais en fait, vous me dites, ben non, mon frigo, j'ai un besoin qui est déterminé. Et en fait, je pense à changer mon frigo ou à mettre un deuxième frigo dans des cas assez précis, le machin est en panne, etc., etc., etc. Je vais accueillir mes parents qui commencent à être dépendants, donc on va avoir besoin de plus de place dans le frigo, ou je vais faire des enfants, donc je vais avoir besoin de plus de place. Mais mon frigo ne rentre pas dans ta cuisine, alors tu es emmerdé quand même, il faut bien le reconnaître. Donc, vous voyez, il y a quand même des questions de besoins et d'environnement. Alors, vous allez me dire, tout ça, c'est bien intéressant, parce que ça ne parle pas du Lyon-Turin. En Suisse, il circule 15 000 trains par jour. En France, il circule 15 000 trains par jour. La petite différence entre la Suisse, c'est qu'il y a 3 265 km de réseau ferré. En France, il y en a 27 483. Et donc, je vous pose la question du besoin. Vous voyez? Est-ce que quand on a un peu plus de kilomètres de réseau, on a toujours besoin pour le même nombre de trains d'une deuxième ligne entre Lyon et Turin? Vous voyez, par exemple, c'est... Alors, comparaison n'est pas raison. En région parisienne, bien évidemment, vous avez une circulation qui est bien plus intensive que ce que vous pouvez avoir dans la Creuse, par exemple. Il n'en reste pas moins que la question du ferroviaire est déjà là et que il se trouve que j'ai un métier qui est celui de travailler sur la vie des entreprises. Et en fait, la première des questions, c'est cause et origine des difficultés. Vous voyez, ce n'est pas de trouver des contre-projets. La première question, c'est d'analyser le besoin et d'analyser l'exploitation. Et là, on a une vraie question. Je vous donne ça. Par exemple, en France, on a une loi qui est assez bien faite, qui date du 30 décembre 1982. C'est la loi d'orientation des transports intérieurs, la LOTI, qui prévoit que pour pouvoir faire un projet de transport financé avec de l'argent public, il faut faire des prévisions socio-économiques, donc également environnementales, comme le précisait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, mais que 5 ans au plus tard, après la mise en service de ces infrastructures financées en tout ou partie, eh bien, il faut faire un bilan des résultats économiques et sociaux. Ça vous paraît normal puisque c'est de l'argent public, qu'on fasse le bilan de ce qu'on a investi. Eh bien, vous voyez, j'ai attaqué avec Raymond Avrier, Françoise Vercher, sur 8 projets qui ont été mis en service, bien sûr, depuis plus de 5 ans, qui représentent quand même 17 milliards d'euros d'investissement et pour lesquels il n'y a pas de bilan des résultats économiques et sociaux. C'est intéressant parce que c'est là qu'on s'aperçoit que finalement, sur le ferroviaire, on demande toujours plus d'investissement parce qu'il faut faire du train, parce que le train, c'est bien. Et en fait, on ne fait jamais les bilans des résultats économiques et sociaux de ce qui se passe. Je vous en donne un, par exemple, parce qu'on l'a un petit peu. C'est entre Perpignan et Figueras, donc à la frontière franco-espagnole, où il passe 4 fois plus de camions qu'entre la France et l'Italie. Ils ont fait un petit bilan parce que, en fait, le partenaire privé a fait faillite au bout de 4 ans.
Alors, ils ont été obligés, puisque forcément, c'est SNCF Réseau qui a repris les 500 millions de dettes, donc nous, d'une certaine manière. Et ils l'ont fait, et donc ils ont fait 8% de la prévision en matière de fret de marchandises et 15% de la prévision en matière de voyageurs. Donc forcément, vous voyez que c'est un petit peu important de faire ces bilans. Alors nous, des besoins, en fait, puis voilà, dans la région, il y en a. Par exemple, vous voyez, on a des voies uniques qui vont jusqu'à Albertville, Bourg-Saint-Maurice. Il y en a entre Annecy et Aix-les-Bains, qui est importante parce que c'est quand même l'autoroute la plus circulée en France. Donc finalement, il y a quand même des choses importantes. Et donc, on voit que la question du besoin est quand même préalable. Alors, pour faire très très simple sur le Lyon-Turin, en 1998, le Conseil général des ponts et chaussées, à travers Christian Brossier, fait une analyse de ce qui se passe sur la ligne existante. Et il nous explique, c'est sur la gauche, qu'il circule entre 12 et 14 trains de voyageurs, plus 50 trains de marchandises dans chaque sens, c'est-à-dire 128 trains à peu près par jour. Et il nous dit, si on fait un peu des travaux, on pourrait faire passer 150 trains de marchandises. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit bravo. Bravo. Bah oui, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait les travaux. 1 milliard d'euros. On ne peut pas contester ce chiffre. Il a été donné à deux reprises par l'ancienne vice-présidente au transport de la région Rhône-Alpes, Bernadette Laclais, députée PS ensuite, et qui explique ça. Alors, pour elle, 1 milliard d'euros n'a pas réglé le problème, mais enfin, on les a quand même mis. Et visiblement, avant, on nous disait, si on fait les travaux, ça nous permet d'augmenter de 50% le nombre de trains par jour. 150 trains, rappelez-vous ça. Et on a fait les travaux, donc là, vous voyez, c'est équiper, sécuriser, agrandir, augmenter la capacité, etc., etc. Tout ça est un document SNCF signé par Jean-Pierre Duport en décembre 2004. Donc voilà, on a dépensé 1 milliard pour améliorer les choses. Je vous dis ça parce que, bien sûr, vous avez tous dans la tête, je le vois. Le train, c'est bien. Qu'est-ce qui vient nous dézinguer? Un projet ferroviaire. Eh oui, c'est d'ailleurs pour ça que ce projet à 30 milliards d'euros, vous connaissez la différence entre 1 million de secondes et 1 milliard de secondes. 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi, donc vous savez tous ce que vous faites dans 15 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Et moi-même, j'ai quelques doutes sur la réalité de mon existence. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui après qu'on ait dépensé 1 milliard d'euros et qu'on avait avant 128 trains par jour? En fait, maintenant, on n'en a plus que 27. Vous voyez? Et donc, là, vous savez que le 17 et 18 juin, il y a eu un rassemblement avec les soulèvements de la Terre. J'ai été invité à parler aux grandes gueules, c'est quand même difficile, surtout quand vous êtes au téléphone. Et alors le gars me dit, ouais, c'est quoi votre argument d'écologiste contre le Lyon-Turin? Alors je dis, moi je ne suis pas contre le Lyon-Turin, mais simplement, vous voyez, il circulait 128 trains par jour, on a mis 1 milliard d'euros, il n'en circule plus que 27, et nous, on n'est pas maximaliste, on est minimaliste. On leur dit, faites au moins ce que vous faisiez avant d'avoir claqué 1 milliard d'euros. Vous voyez, truc simple, faites au moins ce que vous faisiez. Alors là, ils nous disent, ah oui, mais c'est un problème, il y a la montagne. Je vous rassure, la montagne existait déjà avant 1998. Voilà. Alors après, il y a la sécurité. Alors là, on dit, donnez-nous le nom de celui qui a claqué 1 milliard d'euros et qui maintenant vient nous dire qu'il y a des problèmes de sécurité, surtout qu'en 2004, on nous a dit on fait des travaux pour qu'il n'y ait plus de problèmes de sécurité. Ouais. Alors, il y a un autre petit problème aussi, c'est qu'en plus de ça, alors vous savez, le train c'est cher, la route c'est moins cher, dérégulation, on utilise les Polonais, les Slovaques, les Lituaniens, etc., ce qui est assez vrai d'ailleurs en Italie. Et en fait, non, sur cet axe-là, la Direction générale des mobilités de l'Union européenne nous dit que le transport ferroviaire est toujours 30% moins cher que la route. Pourquoi? Eh bien, parce que nous avons déjà l'écotaxe au tunnel du Fréjus et du Mont-Blanc. Vous savez à qui appartient le tunnel du Fréjus et du Mont-Blanc? Ah non, à nous. Plus de 99% à nous, à l'État français, à travers l'Agence des participations de l'État, qui les a cédés au Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin. Il m'a fallu 15 jours pour apprendre la formule. Et donc, ce Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin a un objet qui est de développer l'intermodalité. Je vous rappelle que le fluvial dans les Alpes, c'est assez difficile pour les péniches, même en draguant les fonds. Donc, finalement, c'est route-rail. Et alors, que fait ce fonds qui est propriétaire du tunnel du Mont-Blanc, propriétaire du Fréjus? Chaque année, il prend 20 millions d'euros du bénéfice de la pollution de la vallée de l'Arve à Chamonix
et il les attribue en subvention au tunnel du Fréjus. Comme ça lui permet de polluer la vallée de la Maurienne à coût de 20 millions. Ça dure depuis 2012, donc on en est déjà à 240 millions, à 140 millions déjà aujourd'hui. Voilà, tout va bien. Donc la route est moins chère parce que les péages sont très chers. Et donc un aller-retour d'un poids lourd de 40 tonnes pour aller en Italie, c'est 600 €. Plus le chauffeur, plus le gasoil. Effectivement, si vous faites un train avec 30 positions, il n'y a qu'un chauffeur, il n'y a pas de gasoil, vous n'usez pas les pneus, et en plus de ça, le gars reste à la maison, puisque finalement, les routiers sont assez malins. Ils utilisent leurs chauffeurs routiers pour faire rouler des camions, pas pour les transporter dans des trains. Alors, l'évolution du trafic. Je vous le dis parce que souvent, il y a quelques erreurs sur ce sujet. Tu n'hésites pas à me dire l'heure parce que j'essaye de faire vite. Mais donc voilà, on nous a dit, oula, la croissance des trafics, il y a de plus en plus de camions, il y a de plus en plus de camions. D'accord ? Et alors, en fait, c'est faux. C'est faux. Depuis 1994, vous voyez, ça a plafonné. Mais non seulement ça a plafonné, mais en 2000, on a créé une autoroute en Maurienne suite à l'accident du Mont-Blanc. Et en fait, vous voyez, l'autoroute de la Maurienne, depuis qu'elle a été créée, donc on a fluidifié l'axe de circulation, vous n'avez pas d'augmentation de trafic routier de marchandises. Pourquoi ? Eh bien, assez simplement. C'est que aussi bien en région parisienne, vous rajoutez une voie sur l'A86 ou sur le périphérique, vous faites un appel de flux de voitures parce que vous avez fluidifié la circulation et les gens utilisent ça. En matière de marchandises, ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fabrique les marchandises et quelqu'un qui les achète de l'autre côté. Alors, il y a un exemple très simple, on ferme les hauts fourneaux en France. Donc, on ne fabrique plus de tôle. Quant aux Italiens qui fabriquaient des Fiat à Turin, ils ferment l'usine pour les fabriquer autre part au Maghreb, etc. Donc, ça arrive. Donc, nous, on ne leur vend plus de tôle et eux nous renvoient plus de Fiat par la voie ferrée puisqu'ils ne sont plus à Turin. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les opposants à ce projet, ce n'est pas nous. Depuis 1998, c'est toute l'administration centrale. Donc, Conseil général des ponts et chaussées, je vous ai montré le premier rapport, mais c'est également l'Inspection générale des finances, c'est également la direction du Trésor, c'est également l'autorité environnementale, et c'est également, en 2018, le Conseil d'orientation des infrastructures qui va expliquer que le projet Lyon-Turin a des caractéristiques socio-économiques qui, à ce stade, sont clairement défavorables et qu'il n'y a rien à entreprendre avant 2038. Donc, il ne met même pas un centime sur le machin. Alors, on nous dit, oui, mais les Suisses, ils ont fait un tunnel du Saint-Gothard. Donc, je vous rappelle que comme il y a eu un déraillement, il est fermé jusqu'en 2024. Je dis ça parce que nous aussi, on a eu un tunnel là, qui est un petit peu en problème en ce moment. Et on nous dit, ah là, s'il y avait eu Lyon-Turin, ça serait mieux. Alors, on leur dit, le Saint-Gothard, ça tombe mal, ça ne passe pas non plus. Et alors, vous voyez qu'en fait, les Suisses, ils ont eu une augmentation sur la période 1980-2016 du trafic ferroviaire je regarde si c'est... Non, ça ne marche pas. Du trafic ferroviaire, c'est le bleu foncé, et une augmentation du trafic routier. En Autriche également. Par contre, en France, on a une diminution du fret ferroviaire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé de 128 trains à 27 trains par jour. Et en fait, on a une relative stagnation, ce qu'on a vu tout à l'heure, du transport routier. Et donc, ce qu'on dit, c'est très simple, c'est que si on utilisait la voie à hauteur de ce qu'elle était en 1998, on aurait une réduction du transport routier de marchandises. Et donc, la question, c'est qu'on nous dit « Ah oui, mais grâce à ce truc-là, on va faire mieux ». Alors, on leur dit « Montrez-nous déjà que vous savez faire quelque chose entre Rungis et Perpignan, parce que là, il y a du trafic, on le sait, et vous n'êtes même pas foutu de faire rouler un train de primeur ». Alors, on a parlé des routiers. Nous, on est allé voir les routiers. Les routiers disent, nous, on veut passer sur la voie existante parce que ça nous permet d'être dans un cadre de concurrence avec les Italiens. Je vous passerai les détails si vous avez des questions. Alors après, quand vous avez un vendeur de frigo, vous faites attention parce qu'il peut vous tromper. Donc là, je siège à l'Observatoire de la saturation. Déjà, vous voyez, le nom Observatoire de la saturation pose un problème parce qu'on vous a donné le résultat. Vous savez que le mot saturation, c'est le résultat d'une règle de 3. Donc, si vous observez le résultat, en général, moi j'ai dit le premier jour, si vous pouviez me donner les paramètres puisque je dois observer, ça serait mieux. Donc, capacité, utilisation. Utilisation divisée par capacité égale saturation ou absence de saturation. Vous voyez. Mais Observatoire de la saturation, déjà, vous êtes piégé.
Bon, alors, ils nous font, en 2019, une première diapo, c'est celle à gauche. Vous voyez, il y a là où il y a la flèche, il y a marqué « Ah là là, il circule 200 trains par jour ». Et alors, je compte, moi, en fait, c'est niveau CE2, CM1, hein, je vous le rappelle, vous avez les tables de multiplication ici, d'addition, ça marche très bien. Et alors, donc, vous voyez, 77 plus 68, ça fait 145. Donc, je lève la main, je dis, ça ne fait pas 200. Alors, le gars descendu de Paris, le chef de la saturation. Ah ben alors, il doit y avoir un terminus. On dit non, il n'y a pas de terminus à Montmélian. Ah, peut-être des transversaux. Alors, je dis non, il n'y a pas de transversaux, c'est dommage parce que ça ferait moins encore. Alors donc, ils vont nous redonner, nous revenons vers vous. Nous reviendrons vers vous. Là, il faut que je fasse vite, là. Et ben, j'y arrive. Et donc, ils sont revenus vers nous à 145. Et après, j'ai dit, oui, mais vous y avez 3 trains de fret. Donc, finalement, c'est plus 145, c'est 139. Et ils reviennent vers nous et c'est 139. Méfiez-vous des vendeurs de frigo. La capacité, c'est eux qui l'avaient annoncé, elle est à 280 trains par jour sur cet axe-là. Donc, bien évidemment, nous avons la possibilité de le faire. En fait, la ligne existante aujourd'hui, c'est simple. Nous avons une capacité de 100 trains par jour puisqu'elle nous a été annoncée en 98. Si vous mettez 30 conteneurs équivalents à un semi-remorque, que vous en mettez sur 100 trains, ça vous en fait 3000 camions de moins par jour. Sur 300 jours, parce que le week-end, il ne faut pas déconner, c'est pique-nique, eh ben, ça vous fait 900 000 poids lourds de moins sur la route. Et donc, c'est les 2/3 des camions qui circulent entre le Mont-Blanc et le Fréjus aujourd'hui, c'est-à-dire exactement les 66% ou les 60% que font les Italiens, les Suisses, pardon. Résultat des courses, voilà. Comme ici, on m'a dit, il faut parler du capitalisme. J'en ai parlé. À la tête de ce machin-là, en fait, je sais qu'il y a même des écologistes dans la salle. Donc, vous voyez, l'économie circulaire, c'est un truc bien. Alors, ils l'ont compris. Ils ont mis à la tête du Lyon-Turin ferroviaire le président de l'IGD. IGD, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est The French Institute for PPP, l'Institut français des partenariats publics-privés. Alors, vous voyez, le gars, il est élu à la tête de l'Institut des partenariats publics-privés par Bouygues, Vinci, Spies-Batignolles, Eiffage, etc. Il est aussi président de Lyon-Turin Ferroviaire et il signe des contrats à Spies, Bouygues, Vinci, Spies-Batignolles, etc. Donc, c'est de l'économie circulaire, donc c'est écologique. Alors, si vous vouliez être sûr absolument que c'était un partenariat public-privé, c'est écrit dans le dossier de presse, mais je vous rappelle que pour avoir une subvention européenne, il faut absolument que les projets de transport soient dans un projet de partenariat public-privé. Voilà, donc je pense que j'ai fini, mais il y a une vidéo d'1 minute et demie, est-ce que je peux vous la passer? 1 minute et demie, elle fait. Bon, je vous la passe parce que c'est justement le président de l'IGD qui va vous parler, merci à lui. L'objectif, c'est d'avoir un temps de parcours de Paris-Milan en 4 heures, au lieu de 7 heures actuellement. Donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, passer un week-end à Milan et prendre le train à l'aller et au retour. On gagnerait 3 heures. Vraiment? Au total, les arrêts dans les gares et la ligne TGV qui ne nous sert à rien nous auront coûté 95 minutes. Le trajet actuel pourrait donc se faire dès aujourd'hui en 5h25, sans arrêt. Contrairement à ce qu'affirme le document du promoteur public, la nouvelle ligne ne fera pas gagner 3 heures aux voyageurs, mais seulement 1h25 minutes. Nous présentons nos calculs à Hubert Duménil, le promoteur public du projet. Et sa réaction peut surprendre. Si 7 heures, il y a des arrêts, 4 heures, il n'y a pas d'arrêt, c'est pas vraiment 3 heures de gagner finalement. Bon, enfin, écoutez, on n'en est pas à la minute près. Vous voyez, là, comme quand vous dites que vous faites Paris-Lyon en 2 heures, c'est jamais 2 heures. Hein, ce matin, j'ai mis 2h07, il y a une autre fois, voilà. Donc on est sur des ordres de grandeur, on n'est pas dans une présentation d'un billet de train qui donne des heures précises à la minute près. Vous, en termes de communication, quand même dans vos dépliants, vous avancez, voilà, le Paris-Milan pourra se faire en 4 heures au lieu de 7, c'est un mensonge. Oui, c'est une présentation favorable. Erronée. Favorable. Bon, vous êtes d'accord pour dire que votre communication de 4 heures au lieu de 7, elle n'est pas très honnête quand même. On simplifie un peu.
Non, c'est là. Il mérite vos applaudissements. Je voulais juste dire deux petites choses quand même. Premièrement, en fait, nous, depuis 2012, on disait c'est pas 4 heures au lieu de 7 heures. Et pas un journaliste lui avait posé la question. C'est en 2015 qu'on lui pose la question. La deuxième chose, c'est que vous voyez quel est son projet d'aménagement du territoire. Et son projet d'aménagement du territoire, c'est de pouvoir se barrer pendant un week-end à Milan en 4 heures au lieu de 7 heures, ce qui n'est pas possible, bien évidemment, puisque vous ne remplissez pas le train, enfin, etc. Et donc, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que vous l'avez vu dans sa première réponse, il est avec son gilet jaune, n'en tirez pas de conclusion hâtive. Il est avec son gilet sur un des chantiers. Et ils se sont aperçus qu'il n'a pas été très bon. Peut-être que vous l'avez trouvé très bon, mais ils se sont dit non, il n'a pas été très bon. Donc, ils ont demandé un deuxième tour. Alors, je vous rassure, quand avec Julien ou moi, on se trompe devant la caméra, nous, on n'a jamais le droit au deuxième tour. Hein, jamais. Alors, voilà. Et je conclus en vous disant que j'ai aussi écrit des livres et que vous pouvez faire de deux pièces une seule, puisque j'en ai mis à l'entrée et la vente est destinée à être remise à l'Institut de la Boétie. Et je finis en disant que finalement, ma conclusion, c'est que c'est bien de parler de ces grands projets ici à l'Institut de la Boétie, parce qu'en termes d'aménagement du territoire, c'est véritablement des projets de servitude volontaire. Merci beaucoup.